BX1 +, toujours plus d'actu. Comme un musulman en France, c'est le titre du dernier ouvrage de Ismaël Saïdi, qui est l'invité de notre page culture. Bonjour Ismaël Saïdi, merci d'être avec nous. Comme un musulman en France, je lis le sous-titre. Beaucoup parlent, analysent, théorisent. Depuis 5 ans, je sillonne la France pour rencontrer les jeunes. Voici le récit de mes rencontres. C'est ça que raconte votre livre, ce que vous avez vécu en présentant le djihad aux 4 coins de la France? Bonjour Fabrice. Oui, alors le sous-titre et le titre, le sous-titre n'est pas de moi, c'est l'édition. Oui, bien sûr. En fait, ça fait des années que je voulais raconter ça. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. D'ailleurs, beaucoup de gens y ont participé, des islamologues, des journalistes. Beaucoup de gens ont participé à ces débats. Et j'ai jamais eu le temps de les mettre sur papier. Puis j'ai été confiné, comme tout le monde, au mois de mars. Et je me suis dit, j'ai rien à faire de ma vie, c'est le moment de l'écrire. Donc j'ai écrit effectivement quelques-unes de ces innombrables rencontres. Alors, c'est au départ, c'est la pièce Djihad que tout le monde connaît, que vous aviez montée ici, à Bruxelles. C'était tout près de la gare du Nord. Et puis, le succès de Djihad a été énorme. D'abord en Belgique, reconnue pièce d'utilité publique. Et puis en France. Ça fait 5 ans maintenant que vous tournez en France déjà ? Ouais, on a commencé très vite à tourner en France. On a tourné en France en 2016, voire même fin 2015. On avait déjà joué à Arras en fin 2015, mais la grosse tournée française a commencé en 2016. Donc ça fait 5 ans cette année. Si on compte Arras, ça fait déjà même plus que 5 ans. Il y a eu le succès en Belgique. Après une année, la demande s'est faite en France. Au début, on faisait des allers-retours. Puis très vite, la France a pris le pas sur ce qui se tournait en Belgique. Et donc ça fait près de 5 ans, non, plus de 5 ans même que je tourne en France. Ouais. Alors on mettra un petit extrait de Djihad tout à l'heure, mais je voudrais rappeler le principe. Donc ça raconte le départ pour le Djihad de 3 jeunes Bruxellois. Ils sont pas futés. C'est pas exactement comme ça qu'on imagine les terroristes qui nous font le plus peur. Surtout, après la pièce, vous avez voulu à chaque fois qu'il y ait un débat. Vous avez tenu parole, il n'y a jamais eu de représentation sans débat ? Non, jamais, toujours. Les rares fois où j'ai pas pu être là parce que je jouais une autre pièce, on le faisait par Skype à distance, bien avant le confinement. C'était pas encore la mode, mais toujours. Allez, je vais pas jurer qu'il y a eu 100%, mais je serai à 97%. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'à chaque fois il y ait un échange avec le public après ? La pièce ne suffit pas elle-même ? Alors, je ne l'ai pas voulu. En fait, les 5 premières représentations à l'Espace Pôle Nord, au tout début, quand personne connaissait la pièce, il n'y en avait pas, en fait, derrière. Et puis, on a repris 10 dates juste après l'Espace Pôle Nord et les gens ne quittaient pas la salle. Je n'avais pas trop compris pourquoi. Puis, je suis resté leur parler. De fil en aiguille, il y avait la communauté française à l'époque qui avait demandé de faire des débats avec les jeunes, vu que je parlais quand même déjà avec les adultes. Et ça s'est mis en place comme ça et ça ne s'est plus jamais arrêté. Et après, c'était presque obligatoire avec la pièce. Les rares fois où je ne jouais pas mon rôle et on disait aux gens qui voulaient voir la pièce, il ne sera pas là, ils reportaient la date pour que je sois là en fait. Ouais. Vous avez fait le tour de France, donc vous racontez dans le bouquin que vous avez joué partout, en banlieue parisienne évidemment, mais au nord, au sud et y compris dans des zones rurales. C'est très différent de ce que vous avez pu vivre en Belgique, parce qu'en Belgique vous avez beaucoup tourné, notamment dans le milieu scolaire. Les réactions sont différentes ou c'est les mêmes questionnements et les mêmes réactions du public ? Alors, les questionnements sont les mêmes. Des jeunes posent les mêmes questions. Les problématiques, c'est fascinant d'ailleurs, elles sont les mêmes. En fait, on pourrait faire un copier-coller de la France sur la Belgique francophone, en tout cas, et vice-versa. Après, la différence, c'est que le pays est gigantesque et qu'effectivement, quand vous arrivez dans des villages reculés, c'est un autre monde. Quand vous tournez, il m'est déjà arrivé de jouer à Bordeaux la veille et le lendemain à Nice, et vous vous dites, c'est des endroits qui sont pas loin de la mer, c'est le sud, ça devrait être la même chose. C'est complètement différent. Même chose, Bayonne, Biarritz et de l'autre côté Marseille. En fait, on a l'impression qu'il y a une dizaine de pays à l'intérieur de ce pays-là, mais les questionnements sont exactement les mêmes. Au fin fond de Montpellier, par exemple, j'ai retrouvé des questionnements qui étaient les mêmes que je retrouvais à Molenbeek. Oui, alors on vous pose évidemment des questions sur la radicalisation, sur la pratique de la foi, sur ce qu'est l'islam aujourd'hui, sur la capacité de l'islam à se fondre dans des valeurs européennes. J'imagine qu'en France, on emploie l'expression les valeurs de la République. Et ce que vous expliquez, c'est que vous avez aussi maintenant un regard sur les maux de la société française et sur le sentiment d'abandon des Français, des jeunes Français en l'occurrence, puisqu'il y a beaucoup de scolaires dans le public que vous rencontrez.
un chapitre, par exemple, qui se passe à Épinal. Vous racontez, je vais voir des jeunes qui sont vraiment dans un milieu très rural, et ils ont le même sentiment d'abandon et le même sentiment de distance vis-à-vis du pouvoir que des jeunes de Seine-Saint-Denis, par exemple. Expliquez ça. Ben, c'est fascinant. On arrivait dans ce village, alors 1 heure et demie ou 2 heures de TGV, 1 heure de TER, puis après 45 minutes de bagnole, donc c'était le bout du monde. Et on est accueillis par des lettres pour nous remercier. Et dans une lettre, il y avait écrit merci d'être venu dans notre village de racistes. Donc moi, je vois ça, je me dis, j'ai connu mieux comme accueil. Et je discute avec ces jeunes et effectivement, ils m'expliquent que chez eux, malheureusement, beaucoup de parents avaient voté pour des partis extrêmes. Là n'est pas la question, mais ils se sentent abandonnés. Comme ils sont dans un milieu rural, ça m'a fasciné parce que je me suis rendu compte moi-même pour arriver chez eux du temps qu'il m'a fallu. Pas de théâtre, pas de cinéma, pas de magasin tout proche, pas d'épicerie, rien de tout ça. Pour trouver un magasin, il fallait aller dans une grande enseigne comme Leclerc ou une autre à 15-20 km parfois. Et eux disaient, la phrase m'avait choqué, ils disaient, vous savez, nous, monsieur Saïdi, on peut rien faire en fait. En banlieue parisienne, ils brûlent 3-4 bagnoles, on leur ouvre des MJC. Nous, on n'existe pas, on est les oubliés de la République. Et ça m'avait touché parce que je me disais, ben voilà, on a en fait une jeunesse qui se répand en écho. Je venais de voir des jeunes en banlieue qui disaient plus ou moins la même chose. On nous aime pas, on nous a parqués dans des banlieues. Ce que mes personnages disent d'ailleurs sur scène. Et puis j'en avais d'autres qui en fait vivaient le même rejet à distance. Et ça m'a permis de développer beaucoup dans le bouquin le concept. Alors je sais qu'on l'aime pas et que ça me vaut la fureur des réseaux sociaux, mais le concept du blanc. Qui est le blanc? Qui est l'autre en fait? Qui est celui qu'on n'aime pas? Qui a tout ce qu'on n'a pas? Tous ces concepts-là, parce que je les ai vécus en fait. Ouais. Donc ça veut dire aussi qu'on a une tendance naturelle à la victimisation et qu'on se trouve, quel que soit le milieu social dont on est originaire, la religion qu'on pratique, l'endroit où on grandit, on se trouve une excuse pour rester replié sur soi-même, rester dans son quartier et pas se prendre en main. C'est ça que vous dites ou pas? Ah ouais, alors je ne veux pas faire semblant que je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit récemment et je me suis retrouvé avec le shitstorm de ma vie. Non, blague à part, la discrimination, elle existe. Enfin, je suis bien placé pour le savoir, je l'ai bien vécu comme il fallait. Mais après, il est hors de question de venir au monde, de grandir en se disant, quoi qu'il arrive, je vais la vivre. Ce n'est pas la norme, ça rend dingue les gens quand je dis ça. Ce n'est pas la norme. Si la discrimination à Bruxelles, qui est quand même ma ville, était la norme, ça voudrait dire que Bruxelles est une ville raciste. Si la discrimination en France était la norme, ça voudrait dire que la France est un pays raciste. Je n'ai pas vécu ça, des milliers de jeunes n'ont pas vécu ça. Est-ce que dire que ce n'est pas la norme veut dire qu'il n'y a pas de discrimination? Non, elle existe, mais il est hors de question d'utiliser une posture victimaire que parfois ce sont des élus, parfois c'est le milieu associatif qui joue le jeu aussi, qui injectent ça à des jeunes et qui finissent par grandir en se disant alors je mets des guillemets à il, parce qu'on ne sait jamais qui est le il. Ils ne nous aiment pas, ils ne veulent pas de nous, ça ne marchera pas. Et ça, ce n'est pas nouveau. Je le condamne depuis Djihad, déjà, et même avant Djihad. Donc oui, il y a un sentiment de discrimination qui souvent est injecté aux jeunes et qui est néfaste pour eux. Ouais, et c'est comme ça aussi qu'on se retrouve embrigadé dans ce qu'on peut appeler le communautarisme? Alors, pas que comme ça. Dans le bouquin, j'explique un peu comment moi je l'ai vécu à Scarbeck. Comment c'est la faute à personne. Comment on veut un peu. Je dis d'ailleurs une phrase dans le bouquin. Je dis c'est en voulant faire comme les autres qu'on s'est refermé sur nous-mêmes. En voulant manger comme les autres, avoir quelques restaurants, on pouvait aussi avoir de la choucroute halal, du jambon halal, etc., etc. Et ça a fini par créer une espèce de microcosme qui s'est refermé sur lui-même. Et on passe notre temps à voir des miroirs. Et à force de voir des miroirs, on pense qu'on a raison. Et donc toutes ces choses-là créent ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme, mais qui a toujours existé. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Ismaël Saïdi, à ceux qui disent Ismaël Saïdi, c'est une sorte de traître, il ne nous défend plus assez, il ne défend plus les musulmans, quand il dit, par exemple, que ce ne sont pas des pays racistes et que oui, la discrimination existe, mais que ce n'est pas la règle, il ne défend pas notre communauté. J'imagine que c'est des choses qu'on a dû déjà vous dire. Oui, depuis très longtemps. Alors, deux choses. La première, j'aimerais leur dire avec toute la bienveillance qui me caractérise, qu'Ismaël Saïdi n'est pas l'attaché de presse de l'islam. Donc, je m'en fous, en fait. Je suis musulman, ça veut dire que je parle de ce en quoi je crois de ma vie de tous les jours, mais je ne suis pas l'attaché de presse de l'islam. Ça, c'est le premier élément. Ni de la communauté musulmane, qui est multiple, hein, il y en a des milliers. La deuxième chose, le côté traite, alors là, je vais rester poli, je m'en fous complètement. J'ai été flic à 19 ans et j'ai dû arrêter des gens de mon quartier. J'ai été traité à 19 ans déjà, j'en ai 44, c'est pas un truc qui me choque, je m'en fous. Je suis un artiste, je dis des choses qui
sont pas consensuels et c'est pas grave. Alors, on va écouter un extrait de Djihad. C'est la toute première version. J'espère que ça va vous rappeler des souvenirs. C'est Reda Chebchoubi et Ben Amidou. C'est ça qu'il avait capté à l'époque. Reda Chebchoudi et Ben Amidou qui sont avec vous sur scène. On en parle après. Bon, Reda, qu'est-ce qu'il y a dans ta fameuse trousse de toilette? Tu vas être fier de moi, je pensais à tout. Hein. Dans ma trousse de toilette, il y a, note, une brosse à dents, Ok. un bâton de sawek, Masha'Allah. une savonnette, un tube de dentifrice, Ouais. Combien de millilitres? moins de 100. Ok, ça passera. Tu me prends pour un con. T'as vraiment le Non, mais ça, c'est bon, trace. Bon, il y a aussi un shampoing sec, des lames de rasoir, un déodorant, de la mousse, Oh, stop. Répète ce que tu viens de dire là. de la mousse, Avant ça. un déodorant, Avant ça. des lames de rasoir. On va entrer dans l'avion avec des lames de rasoir. Bah ouais. Ah, je vais vous faire un dessin, les gars, c'est très facile. Voilà, un petit extrait, Ismaël Saïdi. Je voulais qu'on ait ce petit extrait en tête pour quand même vous interroger sur votre écriture, parce que vous alternez systématiquement dans la pièce, mais aussi dans ce bouquin, des moments humoristiques légers avec un sens de l'autodérision prononcé, et puis des réflexions beaucoup plus profondes et des moments tragiques. C'est volontaire ou vous êtes comme ça? Je suis comme ça. Vous savez, on dit toujours que l'humour, c'est du drame, plus du temps. Je suis comme ça, en fait. J'aime rire de tout et en même temps, j'aime pas blesser. En même temps, j'aime parler de sujets sérieux. Donc, le bouquin, quand on le lit, si on me connaît, on voit que je parle comme ça. Dans mes pièces, c'est la même chose. GN, c'était la même chose. Ouais, je suis comme ça, en fait. Ça veut dire que dans un chapitre qui s'appelle Valence, vous pouvez à la fois parler de vos trajets vers l'Espagne, Valencia, avec votre papa qui a acquis une voiture, la première voiture avec un conditionneur, l'air conditionné qui fait que ça ressemble à un frigo. Et puis juste après, on est à Valence, en France, dans une prison. Vous avez vraiment vécu cette scène de ce débat en prison, enfermé de l'extérieur par des gardiens avec des détenus radicalisés? Ouais, j'étais avec mon régisseur Xavier Barbier, que j'embrasse très fort, qui d'ailleurs, quand il a lu le bouquin, il m'a dit « T'as minimisé ce qui s'est passé ». En fait, on arrive à Valence et donc là, on découvre qu'effectivement, les gardiens étaient en grève, qu'il y avait une mutinerie la veille et que dans la salle où j'allais projeter Djihad, parce qu'il n'y avait pas de place pour jouer, il y avait 22 détenus, dont 12 condamnés pour acte de terrorisme ou apologie de terrorisme. Donc, on était enfermés avec eux, avec personne pour nous surveiller. Ça a été très, très dur, effectivement. Ouais, ça a été dur. Ouais. Alors, vous venez de faire toute une série d'interviews en France. On vous a entendu à France Inter avec la Salamé, ça c'est carrément la consécration. Moi, je vous ai vu sur TV5, sur France 24. Je pense que vous êtes passé à Europe 1, etc., etc. Quasiment tous les journalistes reviennent sur la même scène, celle de la MJC, où on n'a pas voulu vous servir du vin, enfin à l'ensemble de la troupe au départ, parce qu'on considérait qu'il fallait pas faire de la provocation et pas servir du vin. Vous avez dû vous plaindre puisque le régisseur n'est pas musulman et que lui, il aurait dû avoir droit à du vin. Tous les journalistes reviennent là-dessus. Ça veut dire que tous les intervieweurs sont prévisibles? Ouais, grave. Ils sont hyper... En fait... Ou c'est parce que les journalistes veulent vraiment parler de ça, parce que justement, ça sert le discours de dire il faut arrêter de se victimiser. Je sais pas. Je sais pas si... Alors déjà, je peux même vous dire les endroits qui ressortent le plus facilement, mais je sais pas en fait. À un moment donné, vous savez, j'aimerais expliquer quand même aux gens qui vous écoutent, parce que ça a quand même fait partie de mon métier de défendre aussi les médias, vu qu'ils ramassent sur la gueule autant que moi finalement. Quand un journaliste fait une interview et qu'elle va être diffusée sur Twitter ou ailleurs, ou même par la presse écrite, c'est rarement le journaliste lui-même qui choisit ce qu'on va appeler le chapeau, à savoir le titre de l'article. Et donc souvent ce titre-là, qu'on le veuille ou non, on va choisir un truc hyper racoleur, est-ce qui ressort. Mais dans cette chapitre-là, rapidement, en fait, c'est pas passé comme ça, c'est pas qu'on voulait refuser de la bouffe halal, c'est que le gars, quand on est arrivé, quand il nous a dit il y aura que du halal au cocktail, et il n'y aura aucune bouteille de vin parce que je suis musulman, et que mon régisseur lui a dit tu sais, moi je bois du vin, donc, et je pense qu'il y en a d'autres, c'est pas grave, c'est des bouteilles de vin. Le gars a insulté mon régisseur et a demandé des excuses de la part de mon régisseur en disant il me demande de ramener une bouteille de vin, il veut que j'aille en enfer. Et en fait, il faut lire le chapitre pour comprendre. Ce que je reproche, c'est pas le fait qu'il y ait du halal ou pas du halal. Ce que je reproche, c'est qu'une personne décide pour les autres de ce qui est bon ou pas bon. Voilà, et de qui va en enfer ou pas. Et ça, a priori, c'est quand même difficile quand on est un simple mortel. Merci beaucoup, Ismaël Saïdi. Ma toute dernière question, réponse très rapide. Vous n'avez pas oublié que vous étiez bruxellois au départ?
Enfin, je passe ma vie à faire les allers-retours. Je suis obligé de taper tous les 48 heures pour pas faire le test PCR. Mes enfants sont à Bruxelles, mes parents sont à Bruxelles. C'est ma ville, je l'oublierai jamais. Merci beaucoup Ismaël Saadi. Ça s'appelle Comme un musulman en France. Il y a une dizaine de chapitres avec une dizaine de situations décrites. Ça explique bien ce qu'est la France. Ça explique aussi beaucoup de concepts sur qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que croire, qu'est-ce que c'est que respecter les autres et qu'est-ce que c'est que la tolérance et cette notion un peu pompeuse mais qui est utile, qui s'appelle le vivre ensemble. C'est aux éditions Autrement, Comme un musulman en France. Merci beaucoup Ismaël Saidi.